על הצמרות עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטל, תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. Bienvenue dans les salons du pavillon Dauphine, où ce soir le comité français pour Yad Vashem a le plaisir et l'honneur de vous recevoir. Je vais donner la parole au docteur Jean-Raphaël Hirsch, président du comité français pour Yad Vashem. Bonsoir. Sous le haut patronage de Simone Veil, présidente d'honneur du comité français pour Yad Vashem, de Yossi Gal, ambassadeur d'Israël en France, représenté ce soir par M. Tzvi Tal, ministre plénipotentiaire, accompagné de membres de l'ambassade d'Israël, Monsieur le président de l'organisation juive de combat, Georges Lehanger, notre doyen qui a 102 ans, qui n'arrête pas de faire des livres, et comme Marc Bloch avait écrit un livre mémorable en 1940, L'étrange défaite, eh bien lui, son livre s'appellera L'étrange survie. Il passait des enfants en Suisse, dans le cadre de l'OSE en particulier, et je veux dire que professeur d'éducation physique, il a conservé cette forme, peut-être à cause de cette gymnastique intensive. Monsieur Samuel Pizarre, président d'honneur du comité français pour Yad Vashem, rescapé d'Auschwitz, que vous connaissez tous. Monsieur Raphaël Esraïl, président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Monsieur le professeur Adi Steg, membre de l'Académie nationale de médecine. Monsieur le professeur René Friedman. Monsieur Roger Kuckerman, ancien président du CRIF. Monsieur Jean-François Gutmann, président de l'OSE. Madame le ministre Nicole Gage n'est pas arrivée. Elle est là, que je la vois. Voilà. Et Madame Vauquier-Motte et Monsieur Thierry Vincent, maire de France, chers amis. Je vous entends penser. Encore une soirée de bienfaisance juive. Encore une soirée où on va me demander de l'argent. Encore un soir où je dois sortir parce que cela se fait, parce que les intels y vont. Je suis là de tout cela en ce moment. Tous les jours, on me pressure, on m'agresse. Et puisqu'on parle tout le temps de crise, c'est vrai que je dois me battre en permanence pour maintenir ma situation. Je suis fatigué et j'ai beau essayer d'avoir une image convenable de moi-même quand je me regarde devant ma glace, trop c'est trop. Et je vous comprends tout à fait, car je ressens souvent la même chose. Et ce soir, ça risque d'être pire, parce que ça n'est même pas une soirée de distraction avec de la musique, une soirée destinée à être drôle, destinée à se détendre, non. Ça voudrait être une soirée d'adultes, lucide, dans une communauté à nouveau en danger, une soirée formidable, essentielle. Et malgré tout cela, vous êtes venus, vous êtes là nombreux, à nos côtés. Merci vraiment. Je pense souvent à deux situations qui m'enragent. La première, c'est quand un blessé qui saigne énormément a perdu tellement de sang que lorsqu'il nous arrive enfin au bloc opératoire, nous n'arrivons pas à le rattraper parce que c'est trop tard.
d'un rien, de 2 minutes peut-être, mais c'est irréversible, il meurt, c'est un malheur. La seconde, c'est le moment précis d'une rafle, où une famille, un homme qui avait tout dans la vie, va être dépossédé de tout en quelques instants, certes, de son précieux compte en banque qui le rassurait, certes, de tous ses biens, mais surtout de sa liberté, de sa vie et de la vie des siens via Drancy et Auschwitz. Subitement, tout a basculé, c'est aussi trop tard. Nombre d'entre nous ont ainsi perdu leurs parents ou leurs grands-parents. Il aurait à l'évidence été utile de donner à temps, beaucoup d'argent à une organisation de défense, d'acheter des armes, de s'entraîner, bref, de s'organiser. Seules les structures juives organisées en France, les éclaireurs israélites de France, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, le MJS, les Moy, ont pu résister, cacher les nôtres, puis se battre contre les nazis aux côtés de la résistance. Or aujourd'hui, on dirait parfois le ciel préserve, que l'histoire recommence. Que ce soit du fait du gang des barbares, de Youssouf Fofana, qui torture et tue Ilan Halimi en 2006, ou du fait de Mohamed Merah à Toulouse, qui tue une famille juive en 2012 et des soldats, la réalité est qu'on tue à nouveau des juifs en France, ça pourrait être nos enfants. On constate que l'antisémitisme prospère souvent sous le masque de l'antisionisme, et c'est précisément parce que nous aspirons passionnément à la paix, à la vie, qu'il est tellement important de donner de puissants moyens à l'école internationale pour l'étude de la Shoah. C'est l'objet de cette soirée, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Pour transmettre justement des valeurs de paix et de tolérance, pour que des professeurs du monde entier, encore plus nombreux, puissent venir apprendre auprès de cette école spécifique unique ce qu'a été la Shoah, afin qu'ils inculquent l'enseignement de cette tragédie à leurs élèves, comme cela doit être fait. Pour que des philosophes, des sociologues, des historiens, des artistes découvrent plus précisément ce que l'homme est capable d'infliger à l'homme, même au XXe siècle, même au cœur de l'Europe. Souvent, pourtant, nous nous endormons dans notre confort, dans notre Grèce, dans l'illusion de la sécurité, et le rappel même de la Shoah nous impatiente quelquefois. J'ai dit qu'il fallait être organisé, mais nous le sommes, et nous le serions encore mieux si vous décidiez ce soir de nous aider, d'aider l'école internationale qui existe déjà, comme Yad Vashem existe. Yad Vashem est un mémorial magnifique, un musée sur une douce colline de Jérusalem, qui est le gardien mondial de la mémoire de la Shoah, du souvenir de la destruction des Juifs d'Europe, du souvenir de 6 millions des nôtres morts en déportation, dont 1 500 000 enfants. Là-bas, la gorge se serre, le souffle s'arrête quand on pénètre dans la crypte des enfants. C'est cette émotion continue qui pousse notre comité à accomplir sa mission en France. Aider Yad Vashem de toutes ses forces. Organiser, nous le sommes, et nous avons le bonheur inouï d'avoir un pays juif qui existe, un pays magnifique, rêve de nos ancêtres depuis 2000 ans, Israël. Si tu le veux vraiment, ça ne sera pas un rêve, disait Théodore Herzl en 1895. Eh bien, j'y étais à Yad Vashem, à Jérusalem, pour Yom HaShoah. Au premier étage d'une des ailes du magnifique mémorial, j'entends soudain un brouhaha de voix jeunes qui vient du rez-de-chaussée, et ce bruit m'évoque immédiatement d'autres voix jeunes, celles que j'entendais dans mon orphelinat à Moissac, mes 2 parents ayant été déportés résistants à Auschwitz, tous 2 croix de guerre. Je me penche et je vois de très nombreux soldats de l'armée d'Israël, des garçons et des filles en uniforme, mitraillettes en bandoulière, impeccables. Et tous beaux. Et je me sens profondément heureux et fier, car il se dégage de cette troupe, de cette jeunesse qui représente notre peuple et son avenir, une détermination implacable, une attention aiguë. Nous ne laisserons pas se reproduire cette invraisemblable abomination qu'on a fait subir à notre peuple, la Shoah. Ils viennent apprendre à l'école internationale créée par Yad Vashem le sort fait à leurs grands-parents ou à des hommes, des femmes, des enfants qui n'avaient commis qu'un crime, ils étaient des juifs, ils étaient nés juifs. Parce que mieux ils le connaîtront ce sort,
mieux ils sauront pourquoi ils se battent, s'ils doivent le faire, en exposant leur vie. Ils viennent apprendre à protéger ce qu'on a, tout ce qu'on a reconstruit, et apprendre, en cas de guerre, comment se conduire en tentant de conserver une éthique. Ce qu'on nous a fait subir, gardons-nous de le faire subir aux autres. De victimes, gardons-nous de devenir des bourreaux. Tous viennent apprendre à ne faire confiance à personne qu'à eux-mêmes, à se méfier de l'insouciance, de l'égoïsme. Ils viennent apprendre à être lucides alors qu'il en est temps. Souvenez-vous, ni les Français, ni les Anglais, ni les Américains, ni les Russes, ni le pape, ni la Croix-Rouge internationale n'ont fait un geste pour sauver les Juifs. Celle en France, la résistance juive et les justes parmi les nations, au nombre de 3600 à ce jour en France, ont essayé de sauver les malheureux au péril de leur vie. Et le peuple d'Israël n'oublie pas ces justes qui ont été des lumières dans la nuit. C'est pourquoi, avec l'ambassade d'Israël, le comité français remet depuis des années la médaille des justes au cours de cérémonies très émouvantes. C'est la plus haute distinction accordée à titre civil par l'État d'Israël. Nous aimons la France qui, pourtant, pendant si longtemps, a refusé de reconnaître la collaboration jusqu'au formidable discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995, récemment confirmé par François Hollande en juillet 2012 au Veldiv. C'est dans cet amour que récemment, nous avons lancé l'opération Villes et Villages de France. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en évitant bien sûr tout révisionnisme, de transmettre la mémoire de ce qui s'est passé dans ce pays pour mettre en garde en particulier les jeunes et les générations à venir contre le racisme et l'antisémitisme. Dans 1000 mairies, il y a déjà eu des cérémonies de remise de médailles des justes parmi les nations, mais là où il n'y a pas eu de justes, de très nombreux maires et leur conseil municipal souhaitent inaugurer ici une stèle, là une allée, ailleurs une esplanade des justes parmi les nations. Par exemple, à Moissac, en avril 2013, il y aura une cérémonie pour donner, rappeler et honorer les justes, faire une allée des justes, avec un texte gravé qui peu à peu prend une allure type passant. Souviens-toi que face à la barbarie nazie et à la collaboration massive de l'État français, quelques justes ont sauvé des Juifs au péril de leur vie. Ce faisant, ils ont aussi sauvé l'honneur de la France. Monsieur Thierry Vincent, maire de Saint-Amand-Montrond, a bien voulu prendre la présidence de cette opération qui rencontre tous les jours un très vif succès. Et Madame Wauquiez-Motte en est la présidente d'honneur, elle qui est le maire du Chambon-sur-Lignon, commune célèbre pour avoir sauvé de nombreux Juifs. Nous, survivants de la Shoah, rescapés des camps, anciens enfants cachés, et vous tous, beaucoup plus jeunes, ensemble, nous aspirons bien sûr à vivre heureux et nous voulons être à la fois lucides et optimistes. Nous avons survécu, nous avons refait notre situation, nous avons à nouveau un Israël debout, prêt à tout moment à nous accueillir dans le cadre de la loi du retour, mais faisons tout le nécessaire pour conserver tout cela. Nos enfants poursuivent notre mission et nous observent. Donnons-leur l'exemple. Encore un effort. Nous, de l'espérance, disait Edmond Flegg, chef des éclaireurs israélites de France, parlant d'Israël. Au fait, est-ce un hasard si, malgré toutes nos misères, nous chantions quand même? Est-ce un hasard si des enfants cachés, juifs survivants, chantent et s'appellent Barbara, Jean Ferrat, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco ou Paul Naref? Est-ce un hasard s'ils expriment avec talent la dérision humaine comme Bip, le mime Marcel Marceau? Si Pierre Dac, alias André Isaac, les Français parlent aux Français, était un juif à Londres avec De Gaulle? Est-ce un hasard si un enfant caché fait naître des vies inespérées, comme le professeur René Friedman qui est ici et que vous allez entendre dans quelques instants? Est-ce un hasard si un survivant d'Auschwitz, Samuel Pisard, écrit le sang de l'espoir, et vous allez l'entendre aussi. En tout cas, amis, vous n'êtes pas là par hasard ce soir. Quelque chose tout au fond de vous vous attache fort à notre communauté, à son histoire,
à son espérance. Vous êtes là, mais de plus à vos côtés, avec nous, vos chers parents de mémoire bénis sont là, dont vous vous souvenez en ce moment. Merci. J'appelle Monsieur Zvital, ministre plénipotentiaire, représentant de l'ambassade d'Israël, à venir nous dire quelques mots. Merci, cher Président. Je ne nommerai pas à mon tour toutes les personnalités que vous venez de citer. Chers amis, je suis à la fois ému et heureux d'être parmi vous ce soir. Ému, car c'est grâce au courage et au dévouement d'une famille française, d'un petit village dans les Pyrénées, que mon père, ses 2 sœurs ainsi que 3 de leurs cousins ont réussi à se soustraire à une rafle qui mena quelques 500 Juifs en août 1942 vers les camps de la mort. Leurs noms sont à jamais gravés sur le mur des justes parmi les nations à Yad Vashem à Jérusalem. Heureux car cette soirée me permet d'évoquer, n'ayez crainte, de manière succincte, je vous le promets, les coopérations diverses entre le ministère israélien des Affaires étrangères et son réseau d'ambassades de par le monde et l'Institut Yad Vashem, en tant que témoin et acteur durant près de 25 ans de carrière diplomatique. Tout commença pour moi au début des années 90, lorsqu'en poste à Bruxelles, j'eus le privilège de m'occuper des dossiers des justes à l'ambassade. Parmi tant de moments intenses, il me vient à l'esprit celui où, chargé par un ancien officier de la brigade juive, je me rendis dans un des faubourgs de la ville d'Anvers pour recueillir le témoignage de l'hébergement et du sauvetage du petit Jefke, qui s'illustrera quelques années plus tard dans les rangs de Tzahal et devint le général Yossi Peled. Ma collègue à l'ambassade, l'attachée culturelle, se consacra, elle, au tri des demandes effectuées par des enseignants belges pour leur inscription au séminaire de formation de l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah Yad Vashem. Quelques années plus tard, alors que j'étais vice-ambassadeur auprès du Saint-Siège, j'ai pu assister au débat houleux sur le rôle controversé du pape Pie XII et à l'instruction du dossier de sa canonisation, qui alimentèrent la polémique et qui menacèrent d'envenimer nos relations bilatérales. Le traitement de ce dossier épineux nécessita, à nos yeux, un accompagnement précieux et docte des historiens de Yad Vashem. Ma 3e mission à l'étranger me ramena en 2006 à Bruxelles, cette fois en tant que chef adjoint à la mission auprès de l'Union européenne. C'est à la fin de cette année-là qu'un séminaire sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme fut conjointement mis en place par la Commission européenne et le ministère israélien des Affaires étrangères. Dans le cadre d'un de ces séminaires annuels portant sur le thème de l'éducation, des ministres et vice-ministres de l'éducation d'une demi-douzaine de pays membres de l'Union européenne furent invités à s'associer aux travaux du séminaire et eurent l'occasion de visiter l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah. Enfin, en mai 2011, dans le cadre d'un déplacement dans la région, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland, et le directeur général de Yad Vashem, Avner Shalev, ont signé un accord de principe sur une coopération entre les 2 institutions en matière d'enseignement de la Shoah. Cet accord couronna des années d'efforts et concrétisa les échanges sporadiques qui avaient déjà eu lieu au fil des années. Voilà, comme je m'y étais engagé, je vous ai dressé un bref descriptif de quelques exemples concrets de collaboration entre le ministère israélien des Affaires étrangères et Yad Vashem, illustrant quelques-unes des multiples missions que remplit cet institut de renommée internationale. Je vous remercie. Nous allons continuer en accueillant maintenant Madame Miri Gross, qui est directrice du département des pays francophones et du Benelux à Yad Vashem, Jérusalem. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Je voudrais vous lire des extraits du témoignage de Martine Israëtel, professeure de philosophie au lycée Georges Leven à Paris, de retour du séminaire francophone de Yad Vashem, juillet 2012. Comment enseigner la Shoah, la nommer même, transmettre son histoire et sa mémoire, maintenir vivant le lien avec les millions de vies juives détruites, effacées, jusque dans leur nom. Le peut-on seulement et comment?
Selon quelle exigence intellectuelle et éthique? Quelle modalité pédagogique? C'est pour aider les enseignants à mieux répondre à ces questions que l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah de Yad Vashem organise des séminaires de travail et de réflexion. Parrainé par le Fonds social juif unifié, le dernier s'est tenu à Jérusalem du 15 au 22 juillet. Il fut extraordinairement riche, intense, tendu, entre une inévitable émotion et un nécessaire effort de compréhension. La diversité des participants fut source d'échanges, de rencontres et de confrontations d'une très grande fécondité, car par-de-cela, ce qui distinguait nos histoires personnelles, nos sensibilités et nos convictions surgissait face à la Shoah et au défi de sa transmission, l'essentiel, qui nous rapprochait. Comment comprendre ce qui reste incompréhensible et tenter de partager avec nos élèves d'une manière qui soit juste et vraie. C'est d'ailleurs ainsi que Daniel Epstein ouvrit son intervention. Citant Maurice Blanchot, il rappela cette injonction contradictoire et affolante. Vous devez savoir, et pourtant, jamais vous ne saurez. La philosophie éducative de Yad Vashem, exigeante et sans concession, pour quelque instrumentalisation que ce soit, se fonde sur des travaux des historiens. Mais elle ne s'y limite pas. L'approche se veut interdisciplinaire, philosophique, théologique, psychologique et éthique. Elle est fidèle, enfin, à la préoccupation qui est au cœur du projet de Yad Vashem, celle de prendre en compte les individus, leur singularité et leur dignité, de leur redonner, si possible, nom et visage, pour ainsi faire échec à la volonté d'anéantissement de masse et d'effacement de toute trace. Le témoignage d'Ehud Loeb, pour ne citer que lui, enfant caché et membre du comité des justes, fut sans doute l'un des moments les plus bouleversants. Il nous avoua hésiter encore pour savoir duquel de ces noms signer, tant il en avait changé, et de langue et de pays. Illustrant ce qui, pour la psychanalyste Laurent Kaplan-Dreyfus, peut être une des définitions de la Shoah, l'effacement des noms. Les séances les plus animées et les plus polémiques furent celles qui étaient consacrées aux outils pédagogiques, adaptés aux âges des élèves que Yad Vashem propose. Documents de toutes sortes, photos, poèmes, affiches, films, symptômes sans doute de l'extrême difficulté de cette transmission et de la complexité de ces enjeux. Comment parler de ces terribles événements en gardant la distance juste, le juste ton, entre froideur académique et débordement affectif, en respectant et élevant la sensibilité et l'intelligence des enfants et des adolescents à qui nous nous adressons. Question ouverte qui accompagne maintenant chacun d'entre nous et pour laquelle nous sommes mieux armés. C'est ce que nous a écrit cette professeure après un séminaire. Et nous avons parmi nous ce soir Yoni Bleu. Yoni qui est directeur des séminaires francophones à Yad Vashem et qui est quelque part ici, je ne sais pas où il est. Oh, voilà, tu peux te saluer. Et si vous avez des questions à lui poser, bien sûr, il sera heureux de vous répondre. Merci bien. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Jean-Pierre Lévy, du comité directeur. Ah, Bravo Jean-Pierre. Moi, je ne m'entends pas. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. C'est pour nous, ça nous fait chaud au cœur.
Et puis je voudrais vous dire à quel point c'est un honneur pour moi d'être en face de vous. On m'a demandé d'être le schnorreur de service. Schnorreur est un mot que je viens d'apprendre parce que sachez que je suis beaucoup plus couscous que gefilte fish. Je prends mes notes parce que je suis timide. Je voudrais également remercier tous les membres du comité français pour Yad Vashem qui ont essayé de faire de votre soirée un succès. Nous avons travaillé énormément parce que, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que nous faisons une soirée aussi importante. Avant d'organiser cette soirée, on s'est posé la question, est-ce qu'on l'a fait ou est-ce qu'on ne la fait pas? Et j'ai réuni un certain nombre d'amis et je leur ai dit, vous savez, je vais organiser le 13 novembre une grande soirée caritative. Et tout le monde m'a dit, encore une soirée caritative? Alors on nous demande de payer pour un musée, pour un hôpital, pour le Ternion. On se souvient que pendant la guerre, lorsque nous étions enfants, on ne mangeait pas toujours à notre faim. Alors on va donner quelque chose à ceux qui ont secouru les enfants. Non, c'est trop, on ne peut pas, Jean-Pierre, tu es très gentil, tu as les yeux bleus, c'est très sympathique, mais on ne viendra pas. Et je leur ai dit une chose, je leur ai dit, mais c'est pour Yad Vashem. Alors quand j'ai dit c'est pour Yad Vashem, ils m'ont dit, ah bon, Yad Vashem, effectivement, c'est spécial. En 1953, 5 ans après la création de l'État d'Israël, le gouvernement israélien de l'époque avait déjà pris la décision de créer ce monument, ce musée de la mémoire. Et aujourd'hui, Yad Vashem est devenu un lieu de passage obligé de tous les chefs d'État. Et je me rappelle une chose, sous un autre chapeau, Chambre de commerce France-Israël, nous avions organisé la visite en 2008 de Sarkozy. Il devait rester 3/4 d'heure, il est resté 2h15 et il est sorti avec les yeux rouges. Alors, Yad Vashem, effectivement, c'est important. En 1999, le président de Yad Vashem, qui est d'ailleurs toujours en poste, le général Avner Shalev, vous savez qu'en Israël, quand on est un bon canonnier, on devient vite un haut fonctionnaire. Et il disait une chose qui était importante et que j'ai notée. Nos 6 millions de frères sont à nos côtés par l'esprit. Pour nous, la colline du souvenir doit devenir un lieu de pèlerinage et de rencontre. C'est pour cela que Yad Vashem a ajouté une nouvelle pierre à notre édifice, faisant de l'éducation notre priorité absolue. À leur retour de l'enfer, qu'est-ce qu'ont fait les rescapés? Ils ont essayé de parler, ils ont essayé de témoigner, mais personne ne les croyait. Alors ils se sont tus pendant un certain nombre d'années. Et c'est seulement dans les années 70, 80 qu'il y a eu des films. Et alors ils se sont mis à écrire. Il y a un monsieur exceptionnel qui est près de nous ce soir, qui a attendu quand même l'année 79 pour écrire un livre essentiel qui s'appelle « Le sang de l'espoir ». Merci, monsieur Pizarre, d'être avec nous ce soir. Il fallait lutter contre l'oubli. Vous avez écrit, mon cher Samuel, les victimes entassées dans les chambres à gaz de Treblinka, Maïdanek et Auschwitz, à qui il restait 3 minutes de vie quand les portes se fermaient, trouvaient le temps et la force de graver avec leurs ongles sur les murs de ces lieux, n'oubliez jamais. Alors, il faut lutter contre l'oubli, mais il faut également partir en guerre contre les nouveaux nazis. Et les nouveaux nazis, ce sont les négationnistes. Les négationnistes sont des assassins. Ce sont des assassins qui, malheureusement,
sont en liberté. Il est absolument inadmissible que M. Ahmadinejad ait une possibilité de s'exprimer à l'ONU. Il est invraisemblable que M. Forizon se promène en toute liberté à Toulouse ou à Lyon, je crois. Donc il faut enseigner la Shoah, et c'est la raison pour laquelle l'école internationale est faite justement pour que l'on n'oublie pas, pour qu'on lutte contre les négationnistes, car je ne veux pas que dans nos prochains livres d'histoire, il y ait sur la page de gauche, il y a eu 6 millions de juifs qui ont été massacrés, et sur la page de droite, tout ça, c'est de la supercherie, c'est un mensonge. Les négationnistes doivent être traduits devant les tribunaux et doivent payer comme complices de crimes contre l'humanité. Et pour vous faire un petit aveu, je compte personnellement aller déposer une proposition de loi avec un groupe d'amis au Parlement européen. Soyons, à l'heure où résonnent les bruits de bottes au Moyen-Orient, à l'heure où les relents de racisme et d'antisémitisme sont devenus criminels, à l'heure où l'on tue les chrétiens et on brûle les églises, il faut que nous soyons vigilants. Et c'est l'école internationale qui, en formant des éducateurs du monde entier, pour faire reculer l'obscurantisme et le racisme, pour prôner la tolérance et le respect de l'autre. Heinrich Heine a écrit « Là où on brûle les livres, on finira par brûler les hommes » et c'est ce qui s'est passé. Alors, aider au développement, à l'agrandissement de l'école internationale de Yad Vashem, vous allez faire un don. Alors, est-ce qu'il s'agit réellement d'un don? Alors, fiscalement parlant, oui. Parce que, heureusement, on va encore profiter grâce au certificat CERFA que l'on va vous distribuer lorsque vous aurez fait votre don, qu'on va vous envoyer, vous allez pouvoir déduire 66% et payer moins d'impôts. Profitons-en parce que vous savez actuellement, les niches fiscales ne sont pas très à la mode. Mais est-ce que c'est simplement un don? Non, c'est beaucoup plus qu'un don. Nous, les hommes épris de liberté, nous qui avons souffert de près ou de loin par la Shoah, notre devoir, notre mission, c'est de répondre présent à l'appel de Yad Vashem pour son école internationale. Au fond, l'école internationale, c'est notre arme de combat. Et vous serez surpris d'apprendre que le budget de Yad Vashem est financé à 75% par des dons, car l'État d'Israël a d'autres frais, et vous imaginez lesquels. Lorsque vous êtes venus ce soir ici, vous êtes venus pour participer à une soirée au profit d'eux. Et vous saviez qu'on allait vous demander de faire des dons. Et peut-être que vous aviez déjà en tête le montant que vous allez nous faire au point de vue chèque ou en espèces, ce que vous voulez. Eh bien, je vais vous donner un petit conseil. Ajoutez un 0. Est-ce que vous serez plus pauvre? Est-ce que vous serez plus pauvre? On ne marchande pas avec sa conscience. Quand la cause est juste, quand notre don est généreux, on est plus fort, on est plus heureux, on est plus grand. Par votre présence, votre générosité, votre sens du devoir, vous honorez ce soir nos 6 millions de morts, dont 1,5 million d'enfants. 1,5 million d'enfants. Alors, soyez-en chaleureusement remerciés et permettez-moi d'ajouter, parce que j'y crois, soyez-en remerciés en leur nom. Je vous remercie. Votre attention, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes un peu restaurés. Et si vous voulez bien, pour que nous nous couchions pas trop tard, je vais demander au professeur René Friedman de nous dire quelques mots. J'y vois un caractère extrêmement fort, parce qu'au fond,
voilà un enfant caché, un de ceux qu'on avait voulu tuer, qui a survécu, et en plus, parce qu'il a survécu, parce qu'il a pu être là, parce qu'il a pu faire son métier, il a créé des enfants inespérés qu'avant lui, des femmes ne pouvaient pas avoir. C'est un grand honneur de lui passer la parole. Merci de cette invitation, merci de cette reconnaissance qui va à tous ceux et à toutes celles qui ont travaillé effectivement au cours de ces années pour essayer de satisfaire les désirs humains les plus profonds, celles et ceux qui souhaitent justement persévérer, poursuivre la filiation et ceux qui font une espèce d'hymne à la création. Elle ne fonctionne pas toujours, il y a des échecs, il y a d'autres créations, mais c'est vrai que le désir d'enfant est en nous, et particulièrement dans notre communauté, nous qui avons vécu ces 1 500 000 enfants qui ne sont plus là, et qui, dans les années à venir, auraient pu apporter encore la mémoire, la conscience, la richesse et l'hymne à la création. Alors c'est vrai que tourner vers la Shoah qui est la destruction, la création sous toutes ses formes, est peut-être la meilleure réponse à faire à ceux qui ont voulu que nous n'existions plus. La création, elle peut être artistique, elle peut être humaine, elle peut être de la pensée, elle peut être multiple. En tous les cas, elle doit être vénérée. J'ai eu la chance de voir Yad Vashem la première fois que j'étais en Israël en 1960. J'étais tout jeune étudiant. J'ai vu la première version, puis j'ai revu le Yad Vashem que l'on voit aujourd'hui, bien entendu. Et la dernière fois, c'est grâce à Nicole Gage, que je remercie, parce qu'elle a organisé, comme vous le savez, depuis plusieurs années, ce voyage fabuleux des enfants des justes, qui découvrent Israël, posent des questions, reçoivent des réponses. Et j'ai fait ce voyage parce que dans ce groupe, il y avait la fille de la famille des Justes qui ont protégé mes parents et moi-même et mon frère et ma famille en cette occasion. C'est bien sûr un voyage à Yad Vashem qui était extrêmement intense avec ces journées commémoratives, mais j'ai envie de vous donner juste une image que vous connaissez et qui m'a beaucoup frappé. C'est cette sortie de Yad Vashem vers le ciel, cette lumière, et je pense que c'est l'image que je garde, sortie de la pénombre, tournée vers le grand ciel, et j'espère que c'est cette image-là qui nous réunira encore de génération en génération. Merci. Vous allez maintenant entendre Samuel Pisar, rescapé d'Auschwitz, ambassadeur auprès de l'UNESCO, écrivain qui chante parfois, lui aussi, et qui va vous raconter l'essentiel de son aventure et qui s'est traduit par un livre célèbre dans le monde entier, Le sang de l'espoir. Merci Samuel. Chers amis, cher professeur Friedman, on m'a demandé, avant de clôturer cette soirée, de vous lire quelques extraits de mon livre « Le sang de l'espoir ». Je vous en lirai un seul. Nous sommes maintenant à Auschwitz-Birkenau. J'ai 15 ans et j'ai perdu toute ma famille et tous les enfants de mon école. Et maintenant, 6 ou 7 mois après, le sort veut que je sois sélectionné par Mengele lui-même, avec quelques centaines de mes camarades,
pour faire partie du quota fatal. Les SS nous parquent dans un baraquement d'où, une fois que nos numéros matricules auront été relevés, nous serons conduits par camion vers la chambre à gaz. Le condamné échange en silence des regards fous, où la rage de ne pas pouvoir rien faire s'ajoute à l'effroi de la mort imminente. Au fond d'un couloir, j'aperçois un seau rempli d'eau et une brosse. Au milieu du désarroi, de la paralysie de chaque âme, je m'accroupis. Je commence à frotter le plancher avec toute la vigueur d'un bagnard docile qui cherche à s'acquitter au mieux d'une tâche imposée. Ne négligeant aucun recoin, j'ai accompli mon travail avec application, tout en me rapprochant lentement de la porte ouverte. Les gardes jettent régulièrement des coups d'œil à l'intérieur, mais ils deviennent involontairement mes complices. Je ne sais pas très bien ce que je suis en train de faire. Je réagis comme un animal. Un des gardes s'écrie « Hey, cette partie est encore sale, recommence !» À genoux, je frotte, je décape avec l'énergie du désespoir chaque latte du parquet. Astique encore ce coin fainéant. Mon obéissance est totale. Enfin, après un temps infini, j'accède aux marches qui conduisent vers la sortie. Les bottes des Allemands m'encadrent. L'instant de vérité arrive. Je prends le seau d'une main, la brosse de l'autre, et je commence lentement à m'éloigner de là. J'attends le cri « Halt !» qui m'intimerait l'ordre de m'arrêter. Indifférentes, les gardiens ont cessé de s'intéresser à moi. Je n'appartiens plus tout à fait au monde des morts. Alors, d'un pas en apparence nonchalant, je retourne me fondre dans l'anonymat du camp, redevenu un matricule vivant. J'arrive épuisé à mon baraquement et avant de sombrer dans le néant,
du sommeil, je revois un instant le visage de ma mère. Est-ce qu'elle aurait cru? Mesdames et messieurs, maintenant, changeons de registre. Nous, les rescapés de la Shoah, la plus grande catastrophe jamais perpétrée par l'homme contre l'homme, nous disparaissons maintenant les uns après les autres. Bientôt, l'histoire en parlera avec la voix impersonnelle de chercheurs, de philosophes, de romanciers. Au pire, avec celle de falsificateurs, de révisionnistes et de démagogues. Ce processus est déjà bien entamé. Personne ne peut vivre ce que nous avons vécu sans rechercher une vision cohérente de notre monde. Un monde à nouveau enflammé. Sans ressentir le besoin d'alerter nos enfants face aux dangers qui s'accumulent et qui peuvent détruire leur univers comme ils ont jadis détruit le nôtre. Dans cette logique, j'ai accepté il y a une vingtaine d'années de fonder et présider le comité Yad Vashem en France. Ayant été auparavant administrateur du mémorial de Jérusalem, qui, vous le savez, commémore les martyrs et les héros de l'Holocauste, et honore le juste parmi les nations, ces non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs. Pour moi, ce devoir a acquis une importance capitale, parce que la branche française de ma famille, qui m'a trouvé à 16 ans dans le décombre de l'Allemagne, a été hébergée, Madame le maire, par le juste de Chambon-sur-Lignon. Mais surtout parce que la décomposition morale qui menace notre planète aujourd'hui démontre qu'il manque cruellement de justes chrétiens, de justes musulmans, et oui, même de justes juifs. Depuis la création de cette distinction unique, nous avons reconnu en Europe quelques 25 000 justes, dont plus que 3 500 en France. Cette initiative, nous l'avons menée moi-même et mon successeur Richard Prasquet avec Simone Weil, Adi Steg, Paul Schaeffer, Jean-Raphaël Hirsch, Nicole Getsch et maintenant Jean-Pierre Lévy avec toute son énergie et tout son savoir-faire. Aujourd'hui, je vois dans cette action non seulement comme l'expression d'une grande dette envers ces êtres généreux, modestes, souvent anonymes, mais aussi comme la reconnaissance
des rapports précieux à l'humanité entière qui a profondément besoin de tels modèles. C'était ça le sens de mon livre « La ressource humaine ». La foi en homme et sa capacité de triompher sur les forces du mal. Toutes les actions que nous avons entreprises me paraissent parfois pleines de promesses. C'est pourquoi il est nécessaire, voire impératif, que nous soutenions et agrandissions les programmes et assurions la pérennité de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Cette école a une importance, une renommée et une envergure mondiale et universelle. L'année dernière, quand je suis allé y faire le discours inaugural lors de la 8e conférence organisée par le mémorial, j'ai été stupéfait de trouver plus de 400 personnes venues de 5 continents et de 53 pays. Je me permets de vous dire tout cela parce que j'y vois la possibilité de construire dans notre monde désabusé des barrages contre l'antisémitisme, la xénophobie et la violence, des barrages dont on a tant besoin. Ont tant besoin les hommes et les femmes de toutes les races, toutes les couleurs et toutes les croissances. Chers amis, nous comptons énormément sur votre engagement et votre générosité. Merci.